Bon, j'ai dit que on va commencer ce premier module qui concerne l'administration d'une base de données. Administrer une base revient à la maintenir disponible pour les utilisateurs finaux afin que les transactions puissent être réalisées sans arrêt. Mais pour faire ça, dans le cas d'Oracle, il faut tout d'abord, dans un premier temps, comprendre l'architecture du serveur Oracle. Ce sera le premier objectif de cette première formation. DBA1, c'est comprendre l'architecture du serveur Oracle. Bon, je ne sais pas si vous avez déjà travaillé avec Oracle ou pas. Tout le monde? Avec quelle version? Quelle version? Ça fait longtemps. La même chose pour les autres? Hein? 19C. Oui. Migration, mais vous n'avez pas travaillé avec Oracle. Non, juste la migration. Oui? Quelle version? Vous ne savez pas. D'accord, parce que déjà, avant le DBA1, il y a un premier module qui concerne l'SQL et le PLSQL. L'SQL qui concerne le langage d'interrogation, de manipulation, mais aussi le PLSQL qui est propre à Oracle, destiné pour écrire des programmes, soit pour créer des procédures ou bien des fonctions, ou bien des triggers, des déclencheurs ou autres. Bon, ce n'est pas l'objectif de cette formation. Mais quand même, on aura besoin de quelques prérequis dans ce sens-là par la suite. Ce que je veux voir avec vous, donc, parce qu'on doit suivre quand même l'évolution des versions, je crois qu'on est déjà à la version 23C, version bêta je crois. Mais vous allez voir que ici, on va travailler avec la version 21C. Et là, qu'est-ce que vous avez? Dieu sait, ce n'est pas une erreur, donc je n'ai pas inversé les numéros. C'est 12C et 21C. Pourquoi? Parce que les anciennes versions, de la version 5, 6, 7, 8i, 9i, 10G, 11G, avec les versions R1, R2, c'est une autre architecture. À partir de 2C, c'est une nouvelle architecture. C'est vrai qu'elle est basée sur la première, mais différemment. Donc, je vais essayer de vous rappeler tout d'abord l'architecture des anciennes versions, avant de passer vers la nouvelle version qui est adoptée aujourd'hui, ce qui s'appelle le multi-tenant, le conteneur de données. Le C, c'est pour dire le cloud. On est dans l'ère Big Data. Ce que nous allons voir comme plan, c'est ça, donc je ne vais pas lire sur les diapos, donc c'est le plan qu'on va développer ensemble. Et avant que j'avance, donc si vous avez des questions, donc si vous n'avez pas compris quelque chose, donc essayez de m'interrompre, si vous permettez. Juste, il faut noter aussi que cette première séance sera réservée à un aperçu général. Donc, je vais parler en général. Après, donc, le détail, ça sera à partir de demain, Inch'Allah. Donc, je vais prendre chaque composant et le détailler pour comprendre l'architecture. Bon, parmi les tâches que vous devez maîtriser en tant qu'administrateur, c'est d'abord l'installation. Si vous avez une nouvelle version, il faut l'installer ou bien mettre à jour les systèmes que vous avez. Comment, par exemple, migrer de la version 11G à la version 12C, et de 12C à 18, et puis à 19, et ainsi de suite. Comment vous pouvez planifier les ressources mémoire? Chaque application utilise un ensemble de secteurs de mémoire. Donc, en tant qu'administrateur, comment je peux administrer cette partie de la mémoire, surtout pour la RAM. Notez aussi que dans les nouvelles versions, il est parfois souhaitable de donner la main à Oracle de gérer cette mémoire, mais quand même nous allons voir comment. Et puis les autres tâches, parce que je vais lire l'organisation des structures logiques, on n'a pas encore vu ça, les tables space, mais tout ça ce sont des points que vous allez maîtriser. Même dans le deuxième module, ce sera la sauvegarde et la restauration, sauf cette partie-là, donc c'est un cours qui n'est pas programmé, c'est la gestion des bases de données réparties. Vous avez plusieurs façons pour maintenant
exécuter vos instructions SQL. Donc, soit vous allez faire ça directement avec l'interface ligne, surtout l'utilitaire SQL+, donc si vous avez déjà travaillé avec Oracle, soit vous avez une interface web, ça s'appelle Oracle Enterprise Manager, soit vous avez SQL Developer, qui n'est pas installé avec 21C. Donc, moi, je travaille avec SQL+. Pourquoi? Pour maîtriser le code. Mais quand vous passez à l'interface graphique, il vous sera facile de comprendre. Je vous donne juste un exemple. Dans l'interface graphique, vous trouvez un bouton démarrer. D'accord? C'est quoi démarrer? C'est Startup, que nous allons voir après. Mais qu'est-ce qu'elle fait Startup? C'est ce que nous allons expliquer. Donc, quand vous passez par le code, ça sera facile de comprendre l'interface graphique. C'est comme si vous avez un générateur de code HTML. Si vous ne connaissez pas le code HTML, vous ne pouvez pas comprendre qu'est-ce qu'elle a généré. Donc, le passage de l'interface de ligne vers l'interface graphique, ça sera facile. Juste, il faut une configuration qui nécessite un peu de prérequis aussi. Les versions d'Oracle, donc là, j'ai commencé par la version 11, parce que donc 11 qui a débuté dans le 2009 jusqu'à, je crois, 2014. Puis, ils ont migré vers la nouvelle structure. Et aujourd'hui, on est à 21C. Donc, le 11G, c'est pour dire le grid, le principe de grid, donc au niveau de la gestion. Et c'était l'Internet, l'époque de l'Internet. Maintenant, l'époque du cloud, c'est-à-dire qu'il supporte les données Big Data. Et vous voyez maintenant que 19C, donc, il est toujours opérationnel. 21C. 19C, il peut aller jusqu'à, je crois, 2027. Donc, après, ils vont arrêter les mises à jour. Voilà, maintenant, passons à l'architecture. L'architecture que vous avez maintenant, c'est une architecture de la version 11GR2, la dernière, avant de migrer vers du C. Cette architecture, elle est composée de deux grands éléments. Vous avez ce qu'on appelle l'instance et vous avez les fichiers de la base. On commence comme ça. Un petit terme qu'on va développer, c'est l'instance et les fichiers de la base. L'instance, c'est quoi? C'est l'ensemble des structures mémoire. Système global area, c'est l'ensemble des structures mémoire, qui est composé elle-même d'un ensemble de mémoire, plus les processus d'arrière-plan. Ça, c'est l'instance. L'instance, c'est les mémoires plus les processus d'arrière-plan. Ça, c'est le premier composant. Le deuxième, ce sont les fichiers de la base. D'accord? Ce sont les fichiers de la base. Puis, vous avez ici la session, le processus utilisateur et le processus serveur, avec une mémoire. Tout ça, on va l'expliquer. Donc, je vais garder ce schéma, d'accord, et garder là en tête, et je vais passer à l'essentiel. Mais je vais reprendre l'explication de ce schéma pendant l'explication du 21C. Bon, ce qui nous intéresse maintenant, c'est la nouvelle architecture basée sur un conteneur de base de données. Là, vous avez une seule base. Dans la version 11, vous avez une seule base. Ça veut dire que si vous voulez gérer une application, ou bien plusieurs applications, vous pouvez les implémenter dans une seule base de données. Si la base de données tombe en panne, toutes les applications tombent en panne. Par contre, dans la deuxième solution, vous avez un conteneur de base de données avec des petites bases, les pluggable database. Et comme ça, on peut réserver pour chaque application une pluggable database avec un conteneur qui gère le tout. C'est vrai, si le conteneur tombe en panne, tout le monde s'arrête. Mais si une petite base tombe en panne, une application qui va s'arrêter, c'est parmi les solutions. Mais c'est pour gagner du temps. Vous allez voir pendant le démarrage et l'arrêt de la base. Donc, dans cette architecture, chaque base de données, ça s'appelle un conteneur. C'est vrai qu'il y a le conteneur, mais chaque base, ça s'appelle un conteneur. Il est identifié par un numéro. Les composants maintenant d'un conteneur de base, d'un CDP. Je parle maintenant de la version du C jusqu'à 21C. Si vous cherchez dans la documentation, vous allez voir qu'il n'y a qu'un seul schéma jusqu'à aujourd'hui, basé sur 12. Il n'a pas changé.
les composants sont d'un CDB, c'est le root, c'est le conteneur qui contient les métadonnées qui font fonctionner toute la base, y compris les PDB. Vous avez seed, c'est une pluggable database à lecture seule, destinée seulement comme modèle, pour créer d'autres bases de données. Je répète encore, aujourd'hui, ça sera juste un aperçu général. Et tout ça, on va le voir en détail par la suite. Les PDB, ce sont les PDB d'application. Chaque PDB, il correspond à une base de données de l'ancienne version, avec quelques différences. Donc, les PDB sont destinés pour les utilisateurs et les applications. Comme il était une non-CDB. Une non-CDB, ça veut dire 11G et inférieur à 11G. Mais quand même, il y a une petite différence, je vais citer ça après. Je peux représenter ce composant comme ça. Le schéma, il est vraiment explicatif. Vous avez un CDB, le conteneur, c'est la base globale, c'est l'espace de stockage avec des petites bases, les pluggable databases. Et chaque base, il est lié à une ou plusieurs applications. Et dans ce schéma-là, donc, le schéma, il représente vraiment cette notion de le conteneur de base de données. Mais dans le deuxième schéma, qu'est-ce que vous remarquez? Vous avez les composants d'un CDB. Ce sont les routes. Root, c'est le CDB, c'est les métadonnées. Mais vous pouvez avoir des données aussi, si vous voulez. Plus seed, plus les PDB. Qu'est-ce que vous remarquez ici pour les PDB? Comment ils sont représentés? Sous forme de quoi? Ça vous rappelle quelque chose, ça? Hein? L'USB. Quel est l'avantage de l'USB par rapport aux autres ports, les anciens ports? Non. Il y a la rapidité, mais il y a un avantage important. Bon, je ne crois pas que votre génération a travaillé avec les PS2, les claviers PS2, quel est leur problème? Ah oui, il se casse rapidement. Autre chose. Si vous voulez changer un clavier, qu'est-ce qu'il faut faire? Non, il faut arrêter la machine. Sinon, vous allez abuser le port. L'USB, non. Vous rangez maintenant sans problème. C'était vraiment un problème avant. C'est le même principe ici. C'est-à-dire que je peux retirer ou ajouter une base de données sans arrêter le système. Ça, c'est très important. D'accord? C'est l'explication de ce schéma que j'ai cherché. Ça marche? Allez. Le schéma global. L'architecture d'une base de données orale 21C, de C jusqu'à aujourd'hui. Elle est composée aussi de quoi? D'une instance et d'un CDB. C'est ça la différence. D'accord? Donc la première génération, c'était l'instance plus les fichiers de la base. Là, c'est l'instance plus le CDB. D'accord? Donc je vais expliquer composant par composant pour comprendre comment ça fonctionne au niveau de l'instance. C'est quoi tout d'abord l'instance? Comme je viens de le dire, c'est quoi? C'est les mémoires, l'ensemble des mémoires, plus les processus d'arrière-plan, plus autre chose. Par exemple, le fichier de paramètres SPFile, bien le journal d'alerte. Donc, ce que vous devez savoir, comment fonctionne cette mémoire et qu'est-ce qui se passe pendant l'exécution d'une requête. Ça, ce sont des informations que je vous donne si vous voulez être intéressé par l'administration après. Pour expliquer ça, donc j'aimerais bien revenir au schéma de 11. Donc, l'instance,
représenté par la SGA et le poste d'arrière-plan, est le composé d'un ensemble de mémoire. D'accord? Est-ce que c'est un diffuseur? Bien, c'est la Chaque application démarrée alloue un espace mémoire. Chaque application, n'importe quelle application, réserve un espace pour le fonctionnement. Quand vous démarrez une base de données Oracle, il va allouer un espace mémoire. Cet espace mémoire, ça s'appelle l'instance. Ça s'appelle l'instance. Donc, quand un utilisateur lance une requête, que ce soit select, update, insert ou delay, ce sont les instructions exécutées par les utilisateurs finaux. Qu'est-ce qui se passe? Je donne un exemple par select et par update. Donc, quand il lance après connexion, on va revenir à la connexion après, une requête select, la première des choses qui sera faite, cette requête va être stockée. Vous voulez prendre des notes, hein? Parce qu'il y aura beaucoup d'informations. Vous aurez une vidéo à la fin. Donc, tous mes cours, c'est avec les vidéos. D'accord? Donc, vous pouvez prendre des notes, bien sûr, mais si vous avez raté quelque chose, vous pouvez revenir à la vidéo. Donc, cette requête select, par exemple, non from client, il va la stocker dans cette mémoire partagée. La mémoire partagée, ou bien le child pool, c'est une mémoire qui est composée de deux mémoires, cache librairie et cache dictionary. Cache librairie et cache dictionary. C'est quoi tout d'abord une mémoire cache? Après, je continue l'explication. C'est quoi une mémoire cache? Petite ou grande? Quel est son rôle? Non, quel est son rôle? Je ne parle pas de la base. Quel est le rôle de la mémoire cache? C'est ça la réponse. La RAM, c'est toujours temporaire. Mais le rôle, c'est qu'il cache les dernières informations utilisées. Je ne sais pas si vous avez un processeur avec une mémoire cache, quand vous lancez par exemple une application pour la première fois, il tarde à démarrer. C'est de compter. Pourquoi? Parce que pour la première fois, le processeur va chercher l'emplacement, l'adresse dans un disque dur. Quelle que soit la rapidité de ce disque dur, il n'est pas rapide autant que le processeur. Il va garder cette adresse dans sa mémoire cache. La deuxième exécution, il ne va pas chercher l'adresse dans le disque dur, il va la chercher dans sa mémoire cache et puis il va lancer l'exécution rapidement. Vous faites un test avec Microsoft Word. Première exécution, deuxième exécution, il y a une différence. Donc, qu'est-ce qu'elle cache pour nous dans le cas d'Oracle? Cache librairie, il cache trois informations. Tout d'abord, le texte de la requête, qui est select, name, par exemple, from, clean. Puis, il va garder le plan d'exécution. Chaque instruction, il a un plan d'exécution. C'est quoi un plan d'exécution? Par quoi il va commencer? Select non from client. Hein, par exemple, vous avez count, having, group by, tout ça. Par quoi il va commencer? Il y a des algorithmes pour optimiser le temps d'exécution des requêtes. Et ces algorithmes génèrent un plan d'exécution. Ce plan d'exécution, le meilleur sera stocké aussi. Puis la version compilée qui va être exécutée. Donc trois informations vous avez dans cette mémoire. Pourquoi on les cache? Il se peut qu'un autre utilisateur connecté va exécuter la même requête. Donc au lieu de chercher dans les fichiers de données les informations concernant cette requête, pour la compiler et générer un plan d'exécution, on va juste comparer le texte stocké dans la cache par rapport au texte qui est envoyé par un autre utilisateur. S'ils sont égaux, il va lancer directement la version compilée. C'est bon? Cache dictionnaire, qu'est-ce qu'elle cache? Dictionnaire de données, c'est quoi un dictionnaire de données? Si vous travaillez avec Meurice
Vous générez un dictionnaire de données. Qu'est-ce qui contient un dictionnaire de données? Non. Quel type d'information? Non. C'est autre chose la règle. Dites-moi juste qu'est-ce que vous notez dans un dictionnaire de données? Les noms des champs, les types de champs. C'est ça le dictionnaire de données. Ce sont les métadonnées. D'accord? Quand vous lancez une requête dans le cas d'Oracle, pour la première fois, il va chercher dans les fichiers de données, est-ce que cette requête peut être exécutée? Est-ce que select nom from client peut être exécuté? Il doit vérifier tout d'abord quoi? Le nom de la table. Est-ce qu'il existe? Est-ce que client avec S existe ou bien sans S? Si oui, quelle est donc la structure de cette table? Quel est le type de nom? Donc tout ça, il va encore le cacher dans cette mémoire. Donc je vous explique ça pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Mais votre rôle, c'est quoi? C'est gérer cette mémoire. Shared pool. Vous pouvez allouer un espace mémoire à cette mémoire toute seule. Vous dites que j'ai besoin de 1 giga, donc vous pouvez affecter 1 giga à cette mémoire par la suite. Ça marche? Voilà. Maintenant, nous avons cette mémoire, cette instruction compiler tout. Select non, il va extraire les données. D'accord? Je ne parle pas des fichiers pour le moment. Il va extraire les données, puis il va les placer dans le buffer cache, le cache de tampon de données. C'est dans cette mémoire-là que Oracle gère toutes les données, que ce soit les données à afficher par select, ou bien les données à insérer, ou bien les données à supprimer, ou bien les données à modifier. Donc il va extraire les données à partir des fichiers de données pour les mettre dans cette mémoire. Une fois dans la RAM, ils seront projetés bien sûr à l'utilisateur. Dans cette mémoire, il y a un type de données qui s'appelle dirty. Nous allons expliquer ça par la suite, comment il va faire la différence entre les données. Bon, puis vous avez la troisième mémoire de la SGA, c'est le tampon de journalisation. Donc c'est une mémoire qui contient toutes les modifications apportées à la base. Quand je dis toutes les modifications, tout ce que vous faites. Je ne parle pas de select. Select ne modifie rien. Quand vous insérez, il garde insert, update, update, delete et delete. En plus de ça, il ajoute autre chose. Quand vous insérez, il garde insert plus delete pour que vous puissiez faire rollback pour l'annulation. D'accord? Donc, insert, il est associé toujours à delete. Delete est associé à insert. Update, il est associé à update avec l'ancien valeur. Et tout ça, Inch'Allah, on va le voir. On aura l'occasion de voir ça dans les fichiers. Donc, ces trois mémoires, d'une façon donc résumée, voilà leur rôle dans le cas de select. Pour le cas de update, c'est la même chose. Même explication, sauf que dans le tampon de buffer cache, il va ajouter cet attribut dirty à toutes les données modifiées. Pourquoi? Parce que quand vous validez, pour enregistrer dans les fichiers de données, j'ai dit que toutes les données se trouvent dans cette mémoire. Comment il va faire la différence entre les données? C'est avec cet attribut dirty. Donc tous les blocs dirty seront sauvegardés, les autres non. Et pendant cette opération de update, il y aura une validation, n'est-ce pas? Pourquoi vous faites la validation dans le cas d'Oracle? Instruction. Commit. C'est ça? Commit. Commit, c'est... Même dans les autres langages, mais il y a presque tous les SGBD en relation. Donc, commit, c'est enregistré. Mais dans le cas d'Oracle, je vais expliquer ce commit, qu'est-ce qu'il fait exactement. Et ce sera l'occasion, d'expliquer le processus d'arrière-plan. Donc, quand vous tapez commit, le processus serveur, que je n'ai pas encore expliqué, va affecter à
à la transaction que vous voulez enregistrer. C'est quoi une transaction? Entre parenthèses, je vais arrêter l'explication encore. C'est quoi une transaction? Non, c'est une définition incomplète. C'est quoi une transaction? C'est une ou plusieurs instructions qui fait passer la base de données d'un état cohérent à un autre état cohérent. Il y a une explication. Vous voulez par exemple insérer une commande de 10 articles. Vous savez qu'il y a deux tables ici. Vous avez la table commande et vous avez la table détail commande, plus le stock qui va être aussi modifié. Tout ça, ça s'appelle une seule transaction. C'est un bloc d'instructions. Soit on va mettre à jour la base de données pour qu'elle soit cohérente. Ça veut dire quoi cohérente? Ça veut dire quand vous cherchez l'information, il faut qu'elle a un sens. Je ne peux pas demander une commande avec des articles, après je trouve 5 articles. Hein? Ce ne sont pas des données cohérentes. C'est ça la transaction. Donc, le fait d'exécuter une ou plusieurs instructions pour faire passer la base d'un état cohérent à un état cohérent. Donc là, dans le cas de update, par exemple, après commit, il va affecter à cette transaction un numéro SCN. System Change Number. C'est l'identificateur de transaction qui va être associé à cette transaction et il va déclencher le processus d'arrière-plan logwriter qui va écrire le contenu de cette mémoire dans les fichiers journaux. Ça, c'est la validation. Et pourtant, les données se trouvent dans ces fichiers. Imaginez, vous recevez un feedback comme quoi vous avez validé les données, même si elles ne sont pas encore écrites dans les fichiers de données. Elles sont écrites seulement dans les fichiers log. Pourquoi? Parce que si la base tombe en panne après ça, vous pouvez récupérer les données à partir de ces fichiers. C'est ce qu'on va découvrir par la suite. Ça marche. Donc, commit, ce n'est pas l'écriture dans les fichiers de données, c'est l'écriture dans les fichiers journaux. Maintenant, quand est-ce que les données sont écrites ici? Et avec quel processus d'arrière-plan? C'est database writer. Bon, imaginez, vous avez lancé une transaction et vous n'avez pas tapé commit. Quand est-ce qu'elles seront écrites? Vous avez plusieurs événements. Bon, dans le cas de logwriter, avant de passer à ça, vous avez l'événement commit. Ou bien, vous avez une liste. L'événement commit, j'ai oublié ça. Commit, après chaque 3 secondes. Après chaque 3 secondes. Et si la liste, donc vous avez dépassé une liste définie en interne. Ça veut dire que la mémoire, elle est pleine, donc il faut la libérer. Donc ça va être, il va déclencher logwriter automatiquement pour écrire dans les fichiers journaux en ligne. Par contre, pour l'écriture dans les fichiers de données, vous avez presque les mêmes événements. Après chaque 3 secondes, si la liste dirty dépasse un seuil, imaginez, vous avez le buffer cache égal à 10 mégas, les blocs modifiés ont atteint 5 mégas, donc c'est Oracle qui définit ça en interne. Donc si la liste des blocs dirty dépasse 5 mégas, il va vider cette mémoire en écrivant des données vers les fichiers de données. Ça veut dire parfois, on peut trouver les données dans les fichiers de données avant même les fichiers, avant même commit. Ça marche? Voilà, donc une petite explication pour l'instance. Mais on aura un cours détaillé sur l'instance, ça s'appelle la gestion c'est l'instance, ça sera votre presque premier cours d'administration. Il est temps aussi de parler du processus utilisateur et le processus serveur. On aura aussi un cours détaillé sur ça, mais sachez que quand vous lancez une requête après connexion, vous créez ce qu'on appelle une session. On parle souvent de session. C'est quoi une session? C'est un canal de communication entre le client et le serveur. Et on dit que chaque client, il va
être pris en charge par un processus serveur. Le feedback donné validé, qui affiche ça? C'est le processus serveur. Données insérées, c'est le processus serveur. C'est comme une personne qui va vous prendre en charge. De toute façon, nous allons, comme je dis, donc je vais zoomer sur chaque partie prochainement. Ça, c'est pour l'instance. Et cette instance, elle est basée sur un fichier très important que vous allez maîtriser sa configuration. C'est le fichier de paramètres, le SPF. Pour vous, maintenant, il n'a pas de sens. Donc, il faut attendre demain, Inch'Allah. La deuxième partie, c'est le CDB. Le CDB, je dis, il est composé de trois parties. Le root, le seed et les PDB. Le root, comme je viens de le dire, il contient les métadonnées qui font fonctionner tout le conteneur. Il contient aussi les fichiers de données, data files. Il contient d'autres fichiers que je ne vais pas expliquer maintenant, le flashback, l'archive et tout ça. Mais il contient des fichiers qui sont importants. Control files et les fichiers journaux, redo log. Par contre, les PDB, ils contiennent que les fichiers de données. Vous allez voir qu'il y a trois types de fichiers de données par la suite. D'accord? La différence entre les PDB et les non-CDB, quelle est une petite différence. La différence, c'est que dans la version 11G, chaque base de données, il a ses propres fichiers de contrôle, ses propres fichiers journaux. Dans le CDB, non. Dans cette architecture, c'est le root qui contient tout, qui contient le fichier de contrôle et les fichiers journaux. Par contre, les PDB ne contiennent que les fichiers de données. Donc, il est préférable, il est conseillé même que dans le cas réel, de ne pas créer des applications dans root. Même si vous avez des fichiers de données, vous les laissez à part. Ils contiennent des données propres à la gestion du conteneur. Et si vous voulez créer une application, vous allez la créer au niveau des PDB. D'accord? Voilà. Maintenant, quel est le rôle des fichiers de données? Quel est le rôle des fichiers de données? Les fichiers de données contiennent les données réelles. Elles ont l'extension DPF. Ce sont des fichiers binaires. Comment on peut lire ces fichiers binaires à votre avis? Les DPF, ce sont les fichiers de données qui contiennent les données réelles. Et ce sont des fichiers binaires. Comment on peut les lire? J'ai posé la question parce que vous avez la réponse. C'est avec select. Quand vous tapez select, vous lisez ces fichiers. D'accord? Donc, leur rôle, c'est stocker les données. Il y a trois types de données. Il y a les données réelles, les données temporaires, les données d'annulation. Donc, je vous laisse tout ça dans la vidéo. Et vous allez voir que tout ça, on va l'expliquer par la suite. Le fichier de contrôle, quel est son rôle? Le fichier de contrôle, c'est le pilier d'Oracle, en quelque sorte. D'accord? Bon, avant de l'expliquer, comme d'habitude, je donne une analogie entre les règles de gestion d'une base de données relationnelle et ce fichier pour comprendre qu'est-ce qu'elle fait exactement. D'accord? Vous savez que dans une base de données relationnelle, vous avez un ensemble de contraintes. Quelles sont ces contraintes? Vous avez la réponse. Comme ça. La clé primaire, clé étrangère. Contrainte de domaine, check. Not nulle. Et unique. Clé unique, ce n'est pas distinct. Distinct, c'est autre chose. Unique. Quel est le rôle de la clé primaire? Pourquoi on fait l'identifier?
on ne fait pas la répétition. Donc à votre niveau, on doit parler autrement. Donc fini la clé primaire, qui est le rôle de la clé étrangère. Donc on fait la relation entre les tables. Pourquoi on lit les tables là? Je vais poser encore les mêmes questions. Vous avez la chose. Voilà, exactement. Donc les contraintes sont créées dans une base relationnelle pour la cohérence des données. Pour ne pas avoir des répétitions. Ça veut dire quoi la cohérence? Avoir des données qui ont un sens, j'insiste sur ça. Imaginez dans une banque, deux personnes ont le même numéro de compte. Vous pouvez imaginer qu'est-ce qui va se passer. Imaginez, vous n'avez pas de relation entre une table client et une table facture. Qu'est-ce qui va payer ces factures? Par exemple. Ce sont des données qui n'ont pas de sens, qui ne sont pas cohérentes. La cohérence, c'est quoi? C'est avoir des données qui ont un sens par rapport à l'entreprise. Et les règles et les contraintes sont faites pour cette raison. C'est pour garantir la cohérence de données. Imaginez un salaire, champ salaire. Vous n'avez pas appliqué la contrainte check de domaine. Vous avez laissé le champ ouvert, négatif jusqu'à, je ne sais pas. Le champ peut accepter un terrain. Ça n'a pas de sens. D'accord? Donc, quand on ajoute une contrainte, c'est pour avoir des données qui sont cohérentes. On complète, c'est juste pour terminer l'explication, on peut ajouter à ces contraintes les règles de gestion. Par exemple, dans une compagnie aérienne, on ne peut pas accepter qu'un pilote effectue 2 vols par jour. Dans une autre, il peut effectuer 3 vols par jour. Ça, on ne peut pas le gérer avec les contraintes. Mais on peut le gérer avec les règles de gestion, avec les déclencheurs, si vous avez vu les déclencheurs. Tout ça, c'est pour garantir quoi? La cohérence des données. J'insiste sur ça. Maintenant, quelle est la relation entre tout ça et les fichiers de contrôle? Le fichier de contrôle, il garantit la cohérence de la base. Ce n'est pas des données. C'est la cohérence de la base. Comment? On va découvrir ça pas à pas. Mais je vous donne un exemple. Imaginez, nous avons installé Oracle aujourd'hui dans 2 machines. Même version, même fichier, même emplacement, dans 2 machines différentes. On a supprimé un fichier de la première machine et on a copié le même fichier de la deuxième vers la première. Est-ce que Oracle va démarrer, à votre avis? Vous avez suivi ce que je viens de dire. J'ai dit que, imaginez, nous avons installé dans 2 machines différentes la même version dans le même emplacement. Et j'ai supprimé dans la première machine un fichier de données. Puis j'ai copié de la deuxième le même fichier. Est-ce que la même installation? On n'a rien fait, juste installé. Et on a fait une copie dans la première machine. Est-ce que la base va démarrer? Elle ne va pas démarrer. Pour une simple raison, c'est que ce fichier de contrôle, il va comprendre que ce fichier n'appartient pas à sa base. Comment? C'est avec ce numéro ST1, il y a d'autres numéros que nous allons voir. Donc le fichier de contrôle, il contrôle cette cohérence de la base. Il ne peut pas ouvrir la base tant qu'il n'est pas cohérente. Autrement dit, tant que les fichiers n'appartiennent pas à la même base et qu'ils ne sont pas encore complets. Il y a beaucoup de choses à dire, mais on va voir ça par la suite. J'espère que c'est clair pour le fichier de contrôle. Les fichiers journaux en ligne. Il y a 2 types de fichiers. Il y a les fichiers journaux en ligne et les fichiers journaux archivés. Je vais encore revenir à la différence. Donc, à chaque fois que vous tapez commit, il y a l'écriture de toutes les modifications apportées à la base vers les fichiers journaux. Ces fichiers sont opérationnels. C'est pour ça qu'on les appelle les fichiers de la base. Ce sont 3, les fichiers de données, de contrôle et les fichiers journaux en ligne. Une fois ces fichiers sont pleins, ils seront écrasés parce que l'écriture qu'on va le voir en détail, elle est circulaire. Si vous avez par exemple 3 fichiers, il va écrire dans le premier, une fois il est plein. Il va passer au deuxième, une fois il est plein. Au troisième, une fois il est plein, il va revenir au premier. Dans ce cas-là, il va faire quoi? Il va écraser le contenu pour écrire. D'accord? Donc vous avez 2 cas de situation ici. Soit vous allez accepter que les données soient écrasées, soit vous allez les sauvegarder. Ça s'appelle l'archivage. Les fichiers journaux
archiver. Et nous allons voir comment faire ça. Donc, qu'est-ce qu'ils contiennent ces fichiers qui coûtent très cher pour la société, comme vous allez le voir. Ils contiennent le contenu de cette mémoire. Qu'est-ce que contient cette mémoire? Toutes les modifications apportées à la base. Tout ce que vous faites, il est écrit dans ces fichiers. Une fois ils sont archivés, vous avez tout. Vous avez tout. Mais je n'ai pas écouté le premier mot. C'est un journal d'événements. Et pour nous, les événements sont quoi? Insert, update et delete. C'est ça le plus important pour nous. Insert, update et delete. Imaginez un jour de travail dans une banque. Plusieurs agences, plusieurs transactions. Si vous perdez un jour. Voilà, c'est bien anticipé. Nous allons voir comment faire la restauration et la récupération après, grâce à ces fichiers journaux, même s'il y a d'autres solutions proposées par Oracle, mais quand même, ils participent presque toujours à cette opération d'archivage, de restauration de la récupération. Donc, les fichiers journaux en ligne, l'extension c'est .log, et contiennent toutes les modifications apportées à la base. Les fichiers de contrôle, l'extension c'est .ctl, et je crois que j'ai fait le tour de ces fichiers. Le SPF file, le mot de passe, donc je vais le détailler quand on va zoomer sur chaque élément. Il y a autre chose aussi dans ce schéma qu'il faut comprendre qui est nouveau. Ce sont les utilisateurs communs. Ça n'existait pas avant. Un utilisateur commun, c'est un utilisateur qui peut accéder aux données root et aux données qui se trouvent au niveau du PDB aussi. Il commence toujours par C ', pour le différencier des utilisateurs que vous connaissez. Create user, par exemple, user 1. Donc là, il faut toujours commencer un utilisateur commun par les C '-8, puis le nouveau nom. Vous avez ici un point important, malheureusement, je crois, on n'aura pas le temps de faire ça dans le DPA2. Ce sont les plans de ressources. Ressources plane, CDB. Comment vous pouvez allouer à chaque application, à chaque PDB, des ressources. Par exemple, un seul processeur, deux processeurs. Ça aussi, c'est un cours qui entre dans le cadre du DPA2. Vous avez aussi le cas de les liens interbases. C'est un petit objet Oracle très puissant. Create, database, link, le nom, avec 3 instructions, qui permet de lier les PDB et les utiliser pour les bases de données réparties, la dernière partie de l'administration dont je parlais, et maintenant elle est exploitée pour, par exemple, chercher une information dans une autre PDB. Voilà, donc ce sont les choses les plus importantes. Pour le site, comme je dis, c'est une base à lecture seule et qu'on va l'exploiter pour créer d'autres PDB. Voilà. Donc prochainement, donc, on va passer au détail. D'accord? Et surtout, on va commencer par la partie connexion et la partie configuration de quelques fichiers. Mais avant ça, donc, j'espère que vous avez apporté avec vous vos machines. Je demande à Rachid de vous informer pour faire l'installation, si vous voulez vraiment suivre le cours. Donc, il faut installer Oracle. Nous allons voir comment installer Oracle. Pour moi, c'est déjà fait avec le groupe de cette année, mais j'ai quand même une vidéo que je vais partager avec vous. Donc, je vais expliquer qu'est-ce qu'il faut faire, c'est très important. Et pendant l'explication, nous allons voir la notion de CDB. D'accord? Voilà, donc je vais arrêter la vidéo.